château date de quand? Il a été construit entre 1852 et 1856. Donc, oui, assez récent. Assez récent. C'est une construction qu'on appelle maintenant style troubadour, car c'est pas l'imitation d'un château Renaissance. Mais bon, il y avait un ancien château. Il y avait l'ancien château, était, oui, c'est maintenant en ruine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a eu un combat entre Charette et les Bleus, et les Bleus ils ont mis le feu après la bataille. Le domaine des Essarts se trouve en plein bocage, au cœur de la Vendée. Vous allez faire la connaissance de son propriétaire, le vicomte Augustin de Rouget, comme nous l'avons fait nous-mêmes, une belle fin d'après-midi. On voit des portraits du général partout dans la maison. Mais oui, c'est lui qui a bâti cette demeure de 1852 à 1856. Il avait d'abord servi Napoléon comme page à l'âge de 15 ans. Il est allé à Milan assister au sacre. Il était 12 pages. Puis il est devenu son aide de camp. Et il ne l'a pas quitté jusqu'à la fin, jusqu'à l'abdication de Napoléon. Il est allé jusqu'à Moscou avec lui, où il a attrapé un bon coup de lance à la Bérésina. Il est mort de ça? Et il n'est pas mort. Il n'est pas mort de ça du tout. Non, non, non. Il n'est pas mort. Seulement, il était un propre service à ce moment-là. Alors, il a été évacué sur la France. Et puis, quand Napoléon est parti, il a abdiqué. Il lui a dit « Servez le roi comme vous m'avez servi ». Il lui a dit Napoléon. Il lui a dit Napoléon. Alors, il a servi Louis XVIII. Et il est resté ainsi dans la garde jusqu'à l'abdication de Charles X. Et Louis-Philippe, le cousin d'Orléans, est arrivé et il n'a pas voulu le servir. D'ailleurs, tous mes grands-parents ont brisé leur épée à ce moment-là, à l'arrivée de Louis-Philippe. Et lui aussi. Qui était lui aussi. Et Louis-Philippe était considéré par tous mes grands-parents comme un usurpateur, ayant pris le trône de son cousin, Charles X, et fils de Philippe Égalité, qui avait voté la mort de Louis XVI. Et alors, c'était resté encore très présent dans les mémoires de ces gens-là, qui étaient tous dans l'armée d'ailleurs, et ils ont brisé leur épée, ils sont rentrés chez eux. On le considérait dans la noblesse comme un usurpateur. Louis-Philippe, oui, sans aucun doute. Le roi, l'usurpateur. Et les Vendéens le considéraient comme ça. Il ne faut pas oublier que Louis-Philippe avait supprimé les fleurs de lys des sceaux de France, remplacés par un coq, je crois. Et ça avait déplu beaucoup aux royalistes à l'époque. Et il a d'ailleurs retiré toutes les armes des Vendéens que les Vendéens avaient conservées. Et il y a une personne qui s'appelait, une jeune fille, qui s'appelait Mademoiselle Regrenil, qui habitait tout près d'ici, et qui a été combattue à la tête des armées vendéennes. D'ailleurs, elle avait un groupe de soldats. Il y avait un chef de guerre, un peu comme Jeanne d'Arc. Et les gendarmes de Louis-Philippe lui ont demandé de lui donner son fusil qu'elle avait conservé. Ils ont retiré tous les fusils des Vendéens au moment où la duchesse de Berry est venue, vous savez, en Vendée. Alors le gouvernement de relancer Louis-Philippe a eu peur. Évidemment, il a fait retirer toutes les armes des Vendéens. Et quand il est arrivé devant Mademoiselle Regrenil, elle a pris son fusil, elle l'a cassé sur ses genoux. Il aimait beaucoup les Vendéens, qu'il appelait les géants. Il aimait beaucoup, s'intéressait beaucoup à cette guerre de Vendée, qui avait été une véritable guerre. Nous, on avait d'ailleurs vaincu les généraux républicains très importants, comme Kléber et comme le duc de Biron, qui était venu à la tête des armées républicaines. C'est assez paradoxal. Le pauvre, il a été battu ici et on l'a guillotiné. Ça n'a pas réussi. Le duc de Biron était venu à la tête des armées républicaines. Il y a beaucoup de gens de la cour qui s'étaient ralliés à la République, au fond. Et c'est comme ça que la République a gagné d'ailleurs les guerres, parce qu'elle avait beaucoup d'officiers de l'Ancien Régime qui savaient déjà faire la guerre. Le seul avantage de la royauté, c'est que le chef de l'État n'est pas choisi. Il est là par la grâce de Dieu parce qu'il est le fils aîné de son père.
Et c'est comme ce qui se passe en Angleterre, il n'y a pas de discussion possible sur le chef de l'État. Voyez-vous, il est là parce qu'il est le fils de son père, comme n'importe qui laisse ses biens à son fils. Ce sont deux hommes très intelligents, mais voyez-vous, ils ont tout de même récolté la moitié des voix de la France. Ce qui fait que ni l'un ni l'autre ne peut vraiment dire « je suis l'homme de tous les Français ». Il voudrait l'être. Giscard, je suis persuadé, désire l'être, n'est-ce pas? Mais il y a tout de même une opposition. Et un roi pourrait le faire. Alors le roi peut le faire parce qu'il n'est pas l'homme d'un parti. Il est au-dessus de tous les partis. Et il peut aussi bien favoriser. Regardez sous Louis XIV. Il y avait tous les partis sous Louis XIV, vous savez. Il y avait la droite et la gauche. Pensez donc que Colbert, qui est mon grand-oncle, le grand Colbert, était ce qu'on peut appeler un radical. Il ne pouvait pas supporter les curés et les bonnes sœurs. Il voulait qu'on supprime tous les couvents. Parce qu'il disait que ces gens-là ne faisaient rien, ne travaillaient pas. Il n'était pas productif. Voyez-vous, il n'était pas productif. Mais s'il avait été le chef de la France, il aurait chassé toutes les bonnes sœurs. Voyez-vous? Et d'autres, au contraire, étaient tout à fait... Et aussi également les grands-parents qui viennent de Port-Royal, tous les Arnaud. Vous parlez de bonnes sœurs, j'ai vu passer une religieuse. Oui, j'ai une cousine. Une cousine qui est religieuse dans le Nord. Qui habite ici. Qui est venue ici en séjour, pour quelques jours, pour se reposer. Nous n'avions pas encore fait la visite du château. Alors je descends à la fois des Colbert et des Arnaud de Port-Royal. C'était les deux plus grands ennemis qu'on puisse imaginer. Colbert avait fait détruire Port-Royal des Champs. Portraits et souvenirs dans chaque pièce. Son père, à 12 ans, jouant au croquet. Sculpté par son propre père, explique-t-il avec fierté. Dans le grand salon, la bibliothèque, qui abrite leur propre histoire. Toute mêlée à l'histoire même de la Vendée. Oh, c'était une guerre. C'était une guerre qui a été faite pour Dieu et le roi, on disait, puisque Charette est mort en criant vive Dieu, vive le roi. Vous savez, j'ai une gravure de 1843 ou 45 qui représente le château tel qu'il était autrefois. Cette demeure n'est pas trop vaste, trop grande pour vous? Si, elle est certainement beaucoup trop grande pour moi seul. Et nous étions autrefois très nombreux, et nous le sommes encore d'ailleurs en vacances, pendant les vacances, parce que mes enfants et mes petits-enfants viennent, ils sont 10 en tout, et nous sommes environ une quinzaine de personnes à table à ce moment-là. Mais l'hiver, ça ne dure pas très longtemps, oui, malheureusement, parce qu'ils travaillent tous à Paris, ils ont leur job à Paris, mes deux fils. Et les enfants sont déjà grands et font leurs droits et tout ça. Le dernier a 15 ans. Et le reste du temps, évidemment, je suis un peu seul ici. J'imagine que l'hiver, pour chauffer toutes les pièces ici... Oui, grâce aux boiseries, on arrive à chauffer facilement. Je vous dirais bien simplement que j'ai 52 radiateurs que je n'allume pas, que nous allumions autrefois jusqu'à la guerre. Ma mère était là, nous étions nombreux, elle a eu 8 enfants, et nous étions très nombreux avec elle. Partie de la guerre, nous l'avons passé ici. Et j'imagine que... Nous allumions à ce moment-là les radiateurs, il faisait très bon dans la maison. Le matin, il fait un peu plus froid, parce que nous avons quelquefois 4 degrés dans les couloirs. Voilà. Mais ici, nous chauffons assez bien, avec des petits poêles chapés. Et c'est votre coin l'hiver, ici? Oui, je me tiens ici, et puis dans ma chambre, et puis à la cuisine. Vous avez une cuisinière, je crois. Ah oui, et puis j'ai une grande cuisine. Il faudra que vous la voyez, cette grande cuisine. Mais je veux dire, vous avez une personne qui s'occupe de la cuisine. J'ai une personne très dévouée, et qui fait tout dans la maison, je dois dire, quand je suis seul, et même quand nous sommes 2 ou 3. Elle fait la cuisine, fort bien. C'est une Vendéenne. C'est une Vendéenne. J'imagine pas que ça puisse être autrement. Et vous savez, c'est la vraie servante de Balzac, parce qu'elle est d'un dévouement et d'une activité extraordinaire. Elle vous réprimande un peu elle fait, bien sûr, quand je ne marche pas droit, elle me réprimande, elle a raison.
Et elle fait la cuisine très bien. Elle lave, elle repasse comme une vraie lingère. Elle encaustique toute la maison, elle fait tous les carreaux, les grandes fenêtres. Genre, enfin, je veux dire que sans elle, je serais un peu perdu. Comment se passe vos journées? Eh bien, le matin, je me lève vers 8 heures et je commence par allumer la chaudière, moi. Parce que Mme Poirot, ma cuisinière, n'arrive que vers 9 heures. Je fais mon déjeuner, et puis je m'habille, et puis je sors. Je vais au jardin, ou je vais dans les métairies. Car j'ai des métairies. J'ai encore le plaisir d'avoir gardé des métairies, des bons métayers. Pas des fermiers, des métayers. Oui, j'ai un fermier et 3 métayers pour le moment. Qui nous entendons à merveille d'ailleurs. Je les considère absolument comme des amis. Ils partagent leur joie et leur peine. Ils partagent les miennes. Et nous entendons à merveille. Vous prenez vos repas seul? Alors, prends mes repas. Ah oui, je prends mes repas. Non, je prends mes repas. Quand je suis seul ici, je prends mes repas en bas à la cuisine avec ma cuisinière. C'est plus simple. Les plats sont encore plus chauds plutôt que de les monter par mon plat. Et puis, souvent, je dîne chez elle. Je dîne chez elle. Ça lui permet de partir plus tôt. Elle a une petite maison? Elle a une maison en face des ruines, tout près. Et elle me reçoit fort bien, d'ailleurs, devant la télévision. Et nous passons une bonne soirée ensemble, comme ça. Et puis je rentre et je me couche. Voilà. Je m'occupe également d'une association qui me prend pas mal de temps, d'ailleurs, l'association des vieilles maisons françaises. Nous travaillons beaucoup avec les Beaux-Arts, avec le ministère des Affaires culturelles. Nous leur indiquons les vieilles pierres, les vieilles maisons, les vieux châteaux, les vieilles églises à réparer ou à entretenir ou à sauver. Vous savez, il y a une chose que j'ai entendu dire souvent, c'est en Vendée, c'est que le clergé évoluait plus vite que le reste de la population. C'est absolument exact. Ah bon? C'est votre avis? Oui, c'est mon avis. Et de quelle façon? C'est mon avis. Parce qu'il a répercuté les ordres qui sont venus de Rome et ils ont bouleversé toutes les cérémonies, complètement changé. Et la tradition? Totalement. Et oui, et les gens ont été d'abord estomaqués et puis ensuite ils ont suivi tout de même. Sauf un certain nombre de gens qui ne peuvent pas suivre. Mais, c'est ça, oui. J'ai entendu parler de... C'est un terme un peu mystérieux pour moi. La messe de Saint-Pie V, c'est quoi? Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est? La messe de Saint-Pie V, c'est la messe qu'on l'a dit de toujours depuis la sortie des catacombes, à peu près. Et on avait, à un moment donné, au XVIe siècle, on avait abandonné un peu cette messe. C'était un peu comme maintenant, chaque prêtre disait la messe qu'il désirait, qu'il voulait. Et alors, celui qu'on appelle Saint-Pie V, et le Concile de Trente, ont dit non, voilà la vraie messe telle qu'on doit la dire. Et ils ont codifié simplement cette messe de toujours, qui remontait, pas aux apôtres tout à fait, parce que autant les apôtres, on ne disait pas comme ça, mais à la sortie des catacombes. Et ceci n'a jamais été abrogé. Ceci n'a jamais varié jusqu'à maintenant. N'a jamais varié. Jamais. Les paroles même de la messe n'avaient jamais changé. Quelle était la différence avec la messe telle qu'elle est dite? Ah, il faut interroger les théologiens pour ça. Non, mais pour le pratiquant que vous êtes. On le sent quand même. On le sent. Le tutoiement de Dieu, que nous n'avions jamais fait d'abord. Et ça nous paraît drôle, curieux. On peut le faire, évidemment, en poésie, par exemple. En grande poésie, lyrique. Mais autrement, ça nous paraît drôle. Et le français, par rapport à la... Ici, on tutoie plutôt des gamins. Mais des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas vus encore, on ne les tutoie pas. On leur dit vous. Si je tutoyais l'évêque, il serait furieux. Voilà. Et les chants grégoriens qui ont disparu. Et les chants grégoriens ont disparu aussi. Je dis qu'ils avaient été mis au point en 300 ans. Très beau. Ce sont des chants qui élèvent l'âme, qui élèvent. La prière est une élévation de l'âme vers Dieu. Et ces chants élèvent, au lieu de rabaisser, parce que maintenant, les petites chansonnettes qu'on chante ne sont pas très... Avec des guitares, parfois. Oh, quelquefois avec des guitares. Mais je ne suis pas contre les guitares. Je ne suis pas contre ça du tout. Non, mais vous êtes contre cette utilisation-là. Oui, c'est ça. Je veux bien qu'on chante en français aussi. Je ne me demande pas mieux qu'on chante. Mais je voudrais qu'on garde ces grégoriens. D'ailleurs, le pape le demande. 4 fois déjà, il a demandé à tous les évêques du monde entier de conserver les grégoriens. Mais alors, ce sont les évêques qui ne l'écoutent pas? C'est les évêques qui ne veulent pas. Pourquoi? Ah, ça demandez-leur.
Je ne sais pas. Ils ne veulent pas. Ils prétendent que c'est plus près dans la langue, dans sa langue. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont contents de ça, certainement, qui prient dans leur langue. Seulement, comme il y a 100 millions de gens qui changent de pays l'été, et mettons qu'il y en ait un quart qui soit catholique, ben, ça ferait une vingtaine de millions, 25 millions de gens qui ne peuvent pas s'associer aux messes dites dans un pays étranger, voyez-vous. Est-ce que vous avez... Tandis qu'avant, on avait l'impression d'avoir toujours la même messe. Est-ce que vous avez l'impression que les curés aujourd'hui s'occupent trop des choses sociales? Eh bien, il y en a qui s'en occupent un peu trop. C'est-à-dire qu'ils ont mis l'accent là-dessus, presque uniquement là-dessus, en oubliant complètement ce qu'ils appellent horizontal au lieu de du vertical. C'est-à-dire qu'ils ne pensent plus à enseigner la vérité divine. Ils parlent simplement de social, ce qui est très bien d'ailleurs, parce que notre Seigneur a dit les deux choses. Il faut aimer Dieu, tout de même d'abord, et puis ensuite aimer son prochain. Alors ils ont mis l'accent sur l'amour du prochain, ce qui est très bien. On ne dit pas le contraire, mais il ne faut pas oublier l'amour de Dieu. C'est un peu inversé. Et le respect qu'on doit avoir. Or, il est évident qu'en donnant les fonctions qui étaient en général réservées aux prêtres, qu'on donne maintenant aux laïcs, quelquefois des gamines, pour donner la communion, des gamines en mini-jupe, très décolletées. Je ne dis pas que ce soit mal, mais ça enlève un peu beaucoup du respect de la chose. Mais c'est le fait des jeunes prêtres, plutôt. Plutôt, oui. Plutôt des jeunes clergés, oui. Voulez-vous que nous sortions un peu? Il fait beau dehors. Je ne demande pas mieux. Nous avions rencontré le jardinier au cours de notre promenade et aperçu la toute-puissante Madame Poirot, qui regagnait ses sous-sols en dédaignant nos caméras. Je repense à vos journées ici. Ça devait être bien différent dans votre enfance. Ah oui, dans l'enfance, c'était très différent. D'abord, c'était un véritable collège ici. Quand j'avais 15 ans, ou 13 ans, en 1915, j'ai fini en 1902. Et toujours 2 ans de moins que le siècle. Ça, c'est facile à se rappeler. Nous étions bien 24 ou 25 dans la maison. C'est-à-dire que nous étions 8 enfants. Mon père et ma mère étaient là. Mon père est mort en 1909, alors c'est encore avant. Et nous étions 8. Par conséquent, ça faisait déjà 10 personnes, plus un précepteur qui était prêtre, une institutrice qui était allemande, autrichienne, ou prussienne d'abord, et autrichienne ensuite, c'est elle qui m'a appris le piano, et une petite jeune anglaise, ce qui fait que nous n'arrêtions pas de travailler toute la journée, tranquillement, pas beaucoup. Qu'est-ce qu'elle faisait, la jeune anglaise? Alors, la jeune anglaise s'occupait surtout des jeunes, naturellement. Elle faisait un peu la bonne d'enfant en même temps. Mais, mais en même temps, elle nous faisait travailler l'anglais. Nous avions toujours une demi-heure d'anglais avec elle. C'est-à-dire qu'au fond, vous n'êtes jamais allé à l'école? Jamais.
Jamais, jamais, jamais. Jusqu'à la fin, je peux dire que je n'ai jamais été... Vous aviez un précepteur? J'avais un précepteur. J'avais un précepteur. Alors, une institutrice pour l'allemand? Une institutrice pour l'allemand et un peu le français comme ça, enfin, au début. Et puis une jeune anglaise. Et donc un précepteur qui était qui est prêtre. resté très longtemps. Un Et le précepteur précepteur était prêtre, oui. Et ce qui fait que nous avions une petite chapelle ici et nous lui servions la messe. Et je peux vous raconter, si ça vous amuse, notre journée du dimanche. Bien sûr. Au Essart. Ça vous indiquera un petit peu, ça étonnera un petit peu des jeunes. Eh bien, le dimanche, mon frère et moi, un frère qui avait 2 ans de plus que moi, nous commencions par servir la messe. Attendez, commençons par le lever. De cet abbé, nous le levions vers 7h30, et à 8h, nous étions prêts, et nous servions la messe, à 8h. Dans le château? Ici, dans le château. Qui durait environ une demi-heure. Et nous prenions le petit déjeuner après, et puis à 10h, à 9h plutôt, pardon, à 9h, nous montions chez monsieur l'abbé, qui nous faisait un cours d'instruction religieuse, jusqu'à 10h moins 10. À 10h moins 10, les cloches de l'église sonnaient, et nous retournions à la grand-messe, car ma mère désirait que nous montrions l'exemple. Nous avions le premier banc dans l'église, et ça aurait fait mauvais effet si nous étions arrivés en retard, ce qui fait que nous arrivions un peu avant les autres, si c'était possible. Est-ce que le personnel de la maison venait avec vous? Oui, il y avait plusieurs messes, alors il y avait 3 messes. Alors, ils allaient à la messe qu'ils désiraient. Mais enfin, souvent, ils allaient à la grand-messe aussi. Avec vous, donc? Avec nous, c'est ça. Ils avaient aussi leur place? Alors, il y avait une place, il y avait les 2 premiers bancs nous étaient réservés. La grand-messe est terminée vers 11h30, nous rentrions pour déjeuner ici, vers midi. Alors là, nous étions certainement une quinzaine à table. Oui. Et à 1h, à 13h maintenant, mes frères et moi, nous retournions alors au patronage. C'est un endroit où tous les jeunes gens se réunissaient, sous la conduite de 2 charmants vicaires d'ailleurs, en soutane, bien entendu, à cette époque. Et nous jouions pendant 1 heure environ aux cartes, au billard, et toute espèce de choses là-bas. Avec tous les enfants Le patronage, c'était c'était les anciennes écuries du château, sous Henri IV, qui avait été transformé ensuite en patronage, évidemment. Et alors à 2h, 14h, nous retournions à l'église, tous ensemble, un peu en cortège, pour assister aux vêpres. Les vêpres duraient de 2h à 3h30, avec la bénédiction, etc. Beaucoup de ciel, beaucoup de lustres. Il y avait 5 ou 6 lustres dans cette église, dans la nef. C'était très très beau, je veux dire. C'était très beau et nous aimions ça. Nous trouvions ça tout naturel. Ah, ce n'était pas une corvée du tout. Comment? Ce n'était pas une corvée. Pas du tout. Pour moi, ce n'était pas du tout. Au contraire, j'aime beaucoup. Je dirais un petit peu de luxe comme ça, c'était belles choses. Et je dirais entre parenthèses que ce luxe était très apprécié des pauvres gens. Parce que les pauvres gens n'avaient pas chez eux, du moins à cette époque, de si belles choses. Tout ce qui brillait, tous ces beaux lustres. Nous avions des candélabres magnifiques sur pied, ces lustres allumés. Sur l'autel, oui. Et alors les pauvres gens considéraient que c'était leur maison et ils étaient heureux de voir ça. Car c'était beaucoup pour eux, au fond, qu'on avait fait toutes ces choses-là. Mais mes grands-parents avaient donné beaucoup de choses dans cette église, beaucoup de statues, beaucoup de lumière, beaucoup de lustres, etc. Ils n'en avaient pas tellement besoin pour eux, mais ça faisait plaisir à la population, qui voyait de belles choses, qui priait en même temps sur de la beauté. Donc, à 3h30, nous étions libres. Nous sortions de cette église avec des amis que nous avions, des voisins, et nous venions ici. Puis alors là, nous nous amusions tout simplement. Les enfants du château, toujours. Oui, oui. Et voilà. Et nous prenions le thé. C'est-à-dire que nous avions, nous, des tablettes de chocolat enveloppées de papier d'argent. Et on nous disait toujours de garder le papier d'argent, car ça servait. Ces milliards de petits papiers d'argent répandus dans toute la France étaient récoltés et servaient à racheter des petits-enfants chinois, on nous disait. Comment racheter? C'est tout à fait curieux. Ah oui, parce qu'à ce moment-là, les Chinois vendaient leurs enfants, ou ils les jetaient. Ils jetaient les filles en 1900. Oui, les Chinois faisaient ça. Ils jetaient les filles au cochon, même, comme ça, sur le fumier. C'est incroyable. Les Chinois faisaient ça autrefois. Enfin, on dit qu'ils le faisaient. Ah, mais c'est écrit comme ça. C'est tout à fait curieux. Et alors, on rachetait des petits-enfants chinois. Voilà pourquoi nous mettions nos petits papiers d'argent de côté. Et nous mangions les chocolats. Et la fin de la journée? Nous mangions le chocolat en pensant aux petits Chinois. C'est incroyable, c'est comme ça.
Et la fin de la journée, nous nous amusions dans le parc, n'importe quoi. Nous jouions un peu au billard ou aux boules, n'importe quoi. Nous jouions au tennis. Nous avions à cette époque-là un tennis en herbe, un lawn tennis, comme on faisait en Angleterre. Et puis, à un moment donné, les lapins se sont multipliés. Il y avait beaucoup de trous dans le tennis. Alors nous nous plaignions un petit peu à ma mère, et qui disait « Mais mes enfants, ça n'a aucune importance. Ça fait de l'imprévu. Les balles tombent dans le trou de lapin. » Enfin, à force de rousse péter, nous avons tout de même eu un tennis en ciment. Voilà, alors on fait un tennis en ciment, mais beaucoup plus tard, pour nous permettre de jouer dessus régulièrement. Après le dîner, ma mère, qui était très pieuse, qui avait conservé les vieilles coutumes d'autrefois, désirait que nous fassions la prière en commun. Alors, toute la maisonnée venait. Les domestiques, quand ils avaient fini de dîner, ils rentraient, et il y en avait un qui nous amusait beaucoup, parce qu'il disait toujours, ma vicomtesse, tout le monde sont là pour la prière. Et alors, nous allions pour la prière, nous étions tous à genoux ici. Il y avait combien de domestiques? Une douzaine, à ce moment-là. Alors, ça se passait où? Ça se passait dans le petit salon. Où il y a le piano. Une pièce où il y a le piano maintenant. Et ma mère récitait la prière. C'était votre... Il y avait un petit hôtel avec une croix, et une statue, et nous étions tous à genoux, et nous disions la grande prière du soir. Vous vous en souvenez? Ah, très bien, très très bien. Et rien de tout ça ne m'ennuyait. J'avais fait de bon caractère, mais rien de tout ça ne m'ennuyait. Est-ce que c'était des dimanches sévères? Oui, c'était des dimanches sévères. C'était tellement organisé, tellement régulier, nous trouvions ça naturel.
Quand vous étiez jeune ici dans le château, est-ce qu'on parlait politique en famille? Oui, bien sûr, on parle de politique. Oui. Bien sûr. Qui Bien Votre sûr. père, bien sûr. Oh oui, mon père, ma mère. Votre mère? Ma mère aime beaucoup parlé politique. Je croyais que traditionnellement, Elle était- les femmes étaient écartées de la politique. Ah, pas du tout. Ah non. Enfin, c'est dans la duchesse d'Uzès qui avait donné 3 millions or pour Boulanger. Vous pensez ce que ça représente? Et tout le monde Les était femmes, du elles même sont très avis ou il y avait des ardentes. discussions? Oh, presque tout le monde, oui, on était du même avis. Vous n'aviez pas une sœur un peu républicaine? Elle avait beaucoup discuté. Elle se disait radicale. Elle se disait radicale. Ça devait faire scandale dans la maison, non? Oh non, ils sont beaucoup plus libres que ça. Ma mère disait toujours, prononçait toujours ces mots, liberté, liberté. Là, vous voyez. Elle n'aimait pas qu'on se dispute. On discutait sans se disputer, jamais. Mais liberté, c'est un mot du côté de la République. Oh, je ne sais pas, mais bien, ils appellent ça des écoles libres. Bonne réponse. Parce qu'il y avait beaucoup de liberté au pluriel, autrefois, sous la monarchie, avant la Révolution française. C'est-à-dire beaucoup de liberté. C'est-à-dire que les provinces étaient beaucoup plus indépendantes qu'aujourd'hui. Elles avaient un parlement. Vous croyez que les gens... Louis XIV ne pouvait pas entrer avec ses troupes dans Toulouse. Il n'avait pas le droit d'entrer en armes dans Toulouse. Vous croyez que les gens eux-mêmes étaient plus libres? Eh bien, ils voyaient moins le pouvoir central. Voyez-vous, ces villes qui étaient beaucoup plus florissantes qu'aujourd'hui, au fond, des villes comme Rennes, comme Strasbourg, c'était des capitales. C'était des véritables capitales avec un parlement. Rennes, Toulouse. On était chacun chez soi, beaucoup plus. On considérait ça comme de la liberté. Alors après, on a fait la liberté. On a un mot. Mais les gens ne sont pas plus libres. Personne n'est jamais libre. Complètement. Vous n'avez jamais pensé vous-même à être officier? Non, pas spécialement. Spécialement. J'avais toujours pensé venir habiter ici, être ici pour continuer l'œuvre de mon père ici. Et tenir le domaine? Et tenir le domaine. Parce que si on s'en va et qu'il y a une ardoise qui s'en va, l'eau s'engouffre, non, et la toiture est perdue. Et je crois que ce que j'aurais pu gagner à Paris n'aurait jamais suffi pour réparer la baraque si elle était dégringolée. C'est certain. De temps en temps, on entend le lustre bouger. Oui, quand une personne marche à l'étage au-dessus, ça fait cliquer les cristaux. On l'entend. L'institutrice autrichienne. L'institutrice Elle m'a appris à autrichienne. l'âge de 7 ans, j'ai commencé la musique. Et depuis, je ne l'ai jamais quitté. Elle ne m'a jamais quitté, la musique. Vous
Vous jouez souvent? Je joue, moins souvent qu'autrefois. Je me suis amusé à écouter les disques et à reproduire les airs sans voir la musique. Et j'ai fait danser, je crois, 3 générations. Ici au château? Ici et ailleurs, beaucoup à Marmoutier. Dans la villa où nous habitions, avec des amis, et il y avait des petites soirées toutes les semaines. Et alors, est-ce que votre femme était musicienne? Elle ne jouait pas elle-même, elle aimait beaucoup la musique. C'est elle là, n'est-ce pas? Oui, c'est elle qui est ici, dans ce médaillon. Elle avait 4 ans, 4-5 ans, à ce moment-là, 4 ans. Elle a beaucoup travaillé ici. Beaucoup, beaucoup. Elle a recouvert tous les meubles, presque tous les meubles. Elle les a recouverts elle-même. C'est un très joli portrait. Oui, oui, le portrait est très joli. Il est très vivant, les yeux vous regardent toujours. Oh, oui. J'aime toutes les musiques possibles. J'aime la musique ancienne aussi. J'aime assez la musique ancienne. J'ai vu à Paris le jeu de Robin et Marion qu'on a donné au Vieux Colombier. Oui. Et c'était une petite opérette du, je crois, XIIIe siècle, enfin très ancienne. C'est très joli. Il y a un petit air qui s'appelait Robin même, Robin Ma. Attendez, on entend les cloches de l'église des Essarts. Oui, c'est un mariage. C'est un mariage. C'est un mariage. Il y a une grosse cloche, gros bourdon, on appelle ça. Car nous avons 4 cloches. 3 cloches normales et une grosse cloche. Les cérémonies de mariage ont dû bien changer depuis le temps. Non, pas trop tout de même. Non? Non, pas trop. Les mariés sont toujours une belle robe blanche et il y a toujours un petit vin d'honneur après la messe, où je suis invité, où je devrais être en ce moment, je ne suis pas. Mon Dieu, désolé. Oui, il y a beaucoup de cérémonies aujourd'hui, il y a un enterrement et 3 mariages. Simplement. C'est une proportion qui est positive pour la démographie du pays. Le samedi, alors, on demande toujours la permission, l'autorisation de venir se faire photographier devant le château. Ça, c'est ils vont faire ça? C'est la coutume. Ils vont le faire. À Ils vont sûrement le faire. Eh ben, je ne sais pas si ce sera cet après-midi ou peut-être tout à l'heure. Avant le déjeuner? Oui, probablement. Il ne faut pas manquer ça. Probablement. Ils vont venir, oui. Ils viennent toujours. Ah oui, ça sera très joli. Ils se mettent sur le perron en général ou devant. Vous me parliez des airs anciens que vous aimez. Ah oui, une belle qui tient à ma vie, c'est ravissant. Est-ce qu'on joue plus facilement quand il y a du monde autour, de la famille ou des amis, ou quand on est seul? Oh, ça me gêne pas du tout qu'il y ait du monde. Ça ne me gêne pas. Enfin, quelquefois, je fais des improvisations quand je suis seul. Je ne les ferai pas ici. Ah, bah, c'est assez. J'aime beaucoup cet air. C'est un air qui a été créé par Lucienne Boyer. Et parlez-moi d'amour. Je me rappelle encore une soirée très jolie où Lucienne Boyer était sur le piano à queue. Et on l'avait installée sur le piano et elle a chanté ça. C'est dans les tout à fait premiers temps de cet air que j'aime beaucoup. À Paris? À Paris. C'est à Paris chez des amis. Voilà, ça me rappelle ma jeunesse. Voilà, je suis
enchanté de vous accueillir. Merci, monsieur. Et tous mes vœux de bonheur. Tout le monde. Je vais monter sur les marches. Mettez-vous de chaque côté comme ça, sur les marches. Allez. Ah oui. Oh, c'est très bien. Sinon on est grand. Et montez un petit peu les uns derrière les autres, comme ça on verra tout le monde. Voilà. Montez sur les mâts. Ah oui, c'est ça. Les garçons et la demoiselle d'honneur à côté, naturellement. Ah, attendez, il faudrait peut-être... Garçon... Où est la demoiselle d'honneur? Où est-elle, la demoiselle d'honneur? Je vais y aller aussi. Attention, ne bougeons plus. Mais excuse, il est parti trop vite. C'est parce qu'il était un taux de soleil. Vous avez failli éborgner la mariée. Ouais, oh. Ça arrive. C'est vrai. La journée aurait été finie. Pas beaucoup. Merci. Merci. Alors, votre bonheur, c'est les vœux. Qui ne fait pas trinquer avec toi? Allez. Vous avez de la chance pour le temps, peut-être. Parce que... Oui. Oui. Michel Arrivé, vous le reconnaissez, travaille aux Essarts dans une usine d'automation. Construite voici 10 ans, elle regroupe une trentaine d'ouvriers, fils d'agriculteurs pour la plupart. C'est la formule dans toute la région. De petites entreprises disséminées et occupant la main-d'œuvre locale. Donc fixant la population jeune, qui ne demande apparemment qu'à rester là, pas trop loin de la ferme familiale. La Vendée est un des rares départements où la population est augmentée depuis 20 ans. Le soir, Michel passe en voiture prendre Marie-Claude, qui est employée dans le bourg. Il faisait pas chaud à l'atelier cet après-midi, hein, Michel? Non. Il fait pas très chaud. Il fait quoi? 12 degrés? Quelque chose comme ça? Moins. Hein? 6. 6 aujourd'hui parce qu'il fait pas très froid encore. Les jours où il fait froid, C'est pas trop dur de travailler dans ces conditions? si. Ah si, yes. Vous êtes syndiqués tous les deux? Non, pas moi. Moi, oui. Vous souhaiteriez l'être, Marie-Claude? Non, Non? non, non.
Pourquoi? Vous pensez que c'est pas la peine pour les C'est femmes? pas la peine. Expliquez, essayez de m'expliquer ça. Non, parce que t'as rien à réclamer. Non, on n'a rien à réclamer. Notre directeur, il est employé comme nous, alors on a vraiment tout ce qu'on veut. Et... Non, non, vraiment, Tout est appliqué comme... comme ça doit l'être. C'est ça, vous n'avez pas de revendication. Vous êtes Non, content non. du travail tel qu'il est. Tel qu'il est. Tel qu'il est. Bon. Oui. Et vous, Michel? Ah, Vous bah, êtes syndiqué, vous? Moi, c'est pas le cas. Il y a pas mal de choses À revoir. à revoir. Vous êtes syndiqué depuis longtemps? C'est pas très... 8 mois, 8 mois. À peu près. Mais vous voulez dire que vous êtes, vous, syndiqué? Non, l'ensemble de l'usine, c'est syndiqué. Enfin, tout le monde, c'est syndiqué parce qu'il n'y avait pas du tout de syndicat. Ah, il n'y a pas de syndicat? Non, non. Il n'y avait pas du tout. L'usine a 10 ans, il n'y a pas de syndicat. Non, non. Et au fur et à mesure que ça a progressé, le besoin s'est fait sentir d'avoir un syndicat. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'il faut faire pour obtenir quelque chose. Mais vous, Michel, si vous aviez... Vos parents font quoi? Ils sont des Sont agriculteurs? Comment? Ouvrier. Ils sont ouvriers. Ouais, ouais. Et vos grands-parents Était agriculteur. étaient agriculteurs. Ouais. Ouais. Mais si vous aviez pu aller à la terre, vous l'auriez fait? Si vous aviez eu la possibilité? Ça m'aurait pas déplu. Ça m'aurait pas déplu. Mais parce que j'aime ça, c'est pas pour continuer. Mais non, puisque justement, c'était coupé puisque vos parents étaient ouvriers. Ouais, ouais. Donc déjà, il n'y avait plus Ouais, de... ouais, ouais. Vos parents J'aurais fait étaient ça plus- parce que j'aimais ça. Vous l'auriez fait? Ouais. C'est des choses dont vous parlez entre vous, entre jeunes comme ça, ou pas? De rester à la terre, des usines, des... Pas tellement. Non? Non. Pas tellement, tellement. Non. Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Oh, pas grand-chose. Souvent des promenades. On aime bien aller dans les bois ou la forêt ou n'importe quoi. Même à l'occasion, on va faire le tour du parc de Monsieur de Rouget. C'est très agréable. Même qu'on le connaît par cœur, ça fait rien. C'est là que je vous ai rencontré la première fois d'ailleurs. Oui, c'est là. Vous veniez de vous marier et vous êtes venu saluer le vicomte qui vous a offert le champagne. Ah oui. C'était la surprise. Hein. Quoi, le champagne? Il n'était pas prévenu. Ah non? Non. Vous connaissiez déjà le château, vous, Marie-Claude, ou pas? Très peu. Hein. Très peu. Pourtant, L'extérieur, mais pas d'intérieur. C'est ça, votre père habite la petite maison Oui, qui est à l'entrée, à là. gauche. Oui. Je connaissais le vicomte comme ça, mais à le voir passer, à le voir sortir, mais c'est tout. Hein. D'ailleurs, personne de particulier rentre dans le château. Non, c'est que les habitués qui vont. La cuisinière, le fermier. Encore, ils vont qu'à la cuisine en bas. Aux cuisines. C'était la première fois que tu rentrais, toi, peut-être? Non, une autre fois. Une autre fois. Vous le trouvez sympathique ou distant? Sympathique. Oui. Enfin, pour Oui, moi, il est marrant. sympathique. Mais est-ce que la Vendée d'aujourd'hui ressemble à ce qu'évoque quelqu'un comme le vicomte de Rouget? Oh, bah Oh non, 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 pas du tout. Ça, c'est exceptionnel. C'est ce qui reste de... Ce qui reste de l'ancien temps? de l'ancien temps. Oui. L'ancien royaliste, c'est mieux. Et justement, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un rassemblement royaliste qui a lieu chaque année, dont s'occupe Au parc. Monsieur de Rouget, c'est ça? Enfin, c'est pas lui qui l'organise, mais il prête son parc. Ah, il prête son... Voilà, je ne savais pas. C'est pas lui. Il prête son parc. Enfin, il a commencé... Au début, ça se faisait au parc Soubise, là, Oui. à Mouchamp. Oui. Puis maintenant que le comte de Chabot est mort, c'est fini. Et Alors- vous avez eu l'occasion d'assister à ça? vous, Ah non? oui, oui, oui. Oui? Disons que la semaine d'avant que ça se passe, le vicomte vient nous inviter personnellement, alors on se sent obligé d'y aller. Mais enfin, Bien que n'étant pas royaliste. Oh non.
quand même pas. Mais c'est curieux à voir. La messe en latin le matin et... Et oui, tous les messes comme il y a une Bah, dizaine comme il y d'années, avait quoi. même... Oui. Oui, Et- en plus. Moi, je dirais même que... Enfin, moi, personnellement, quand j'y allais, je me sentais gênée parce que j'avais l'impression qu'on me regardait d'un air de dire si j'ai pas l'insigne, c'est que je n'y crois pas, quoi. Puisqu'à l'entrée, il y avait une vente d'insignes et de puis- brassards et tout ça. Hein. Nous, vu de comme on le voit, nous, c'est comique, c'est plutôt comique, quoi. Alors que eux, C'est de la ferveur. Ah oui, on le sent bien. Ah oui. Toutes les jeunes filles de 18 ans avec leur foulard et tout ça, Des foulards comment? sur la tête recouverte pendant la messe. Je sais pas, mais Et beaucoup de jeunes? ça choque beaucoup. Beaucoup, oui. Beaucoup des Beaucoup plus qu'on environs. peut imaginer. On aurait tendance à croire que c'est que les anciens qui... Beaucoup qui viennent avec leurs parents, finalement. Oui. Qui sont bercés là-dedans. Et... Bon, au fond, vous avez l'impression de vivre dans un monde qui n'a rien à voir avec celui-là. Ah non. Ah non, pas nous. Comment est-ce qu'on vote en Vendée? On vote en général à droite. En général. Hmm. Il peut y avoir des endroits où on ne vote pas à droite. Et pourquoi est-ce qu'on vote à droite? On vote à droite, c'est surtout c'est la coutume, c'est parce que les parents ont fait comme ça, et les grands-parents aussi. Alors on continue. La plupart du temps, surtout dans le bocage, je dirais. Surtout dans le bocage. Pourquoi surtout dans le bocage? Parce que la tradition est restée plus forte. Pourquoi est-elle restée Elle est restée plus forte parce qu'on se souvient peut-être des affreux massacres qui a eu lieu en 1793. Qui ont eu lieu, oui. Dans le bocage, spécialement le bocage, puisque le bocage a été entièrement ravagé, détruit. Alors, il est possible que ce soit une espèce de sorte de réaction. Comme la Première République pourchassait les prêtres, eh bien, ils se sont rattachés, n'est-ce pas, encore plus à leurs prêtres. Vous voulez dire que le souvenir de ce qui s'est passé est resté ancré dans les mémoires oui, mais jusqu'à aujourd'hui. Plus dans les coutumes que dans les mémoires, vous comprenez, je veux dire, c'est une... beaucoup de jeunes maintenant ne savent pas, ont oublié complètement la question des guerres de Vendée. Ils ne savent pas. Vous voulez dire que ça a modelé le vote sans qu'on sache que ça l'a modelé. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Mais comment se fait-il que l'allure générale du vote soit ce qu'elle est? Je veux dire, pourquoi est-ce que... Alors, parce que on considérait la droite comme le parti de la religion. Beaucoup. Voilà. Alors, mais à l'époque, mais pourquoi aujourd'hui? Tout le temps, les prêtres ont conservé beaucoup d'importance, d'influence. Si les prêtres veulent voter, qu'on vote à gauche, on votera à gauche. Ça menace? Ça menace un peu, mais ça ne suit pas très bien, je veux dire. C'est ça, mais vous expliquez la pérennité des... Ah oui, par l'influence du clergé, sûrement. Sûrement. Le clergé avait une très grosse influence dans les villages, c'était vraiment les chefs, on peut dire, politiques. Pourquoi? Parce qu'ils représentaient... Bretagne, Vendée, Mayenne, enfin tout l'Ouest. Il y a 13 départements de l'Ouest où le clergé a une énorme influence. À cause de quoi? Les questions renvoient aux questions, vous savez. Parce que, oui, je ne peux pas vous dire. Pourquoi ici la religion plus qu'ailleurs? Ils sont peut-être plus près des anciens druides qui élevaient les enfants comme ça. Ils ont toujours voulu avoir des écoles religieuses, des écoles où ils dirigeaient. Et alors ça, c'est l'héritage des druides, exactement.
Du temps de César, les druides élevaient la jeunesse. Et ça a dû être ça. Cependant, le monde change, les techniques, les mentalités évoluent, et on pourrait imaginer qu'il y ait une prise de conscience dans les jeunes générations qui fasse qu'ils cessent de voter, qu'elles cessent de voter, comme les parents ou les grands-parents. Et pourtant, vous dites non. Non, je ne vois pas que ça change. Je vois que c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Et vous ne trouvez pas les que jeunes ont voté, commencé à voter, mais ça ne change rien. Et vous ne trouvez pas que c'est étonnant? Ça ne change rien. On dit aujourd'hui que le monde entier change. Oui. Et la Vendée serait seule à ne pas changer. La Vendée ne change pas. Parce que la Vendée a tout ce qu'il faut chez elle. Ils ne sont pas malheureux. Ils ne sont pas. Mais vous, il n'y a aucune espèce de communisme, de revendication, rien du tout. C'est un petit monde, la Vendée, voyez-vous. C'est très bien organisé, je veux dire. Il y a la population rurale, et puis les artisans. Il y a beaucoup d'artisans, ce qui n'existe plus ailleurs. Hein. Les charrons, les menuisiers, les charpentiers, tout ça, c'est un petit monde. Les charrons oui. ne doivent plus avoir beaucoup de travail. Mais si, ils font autre chose. Maintenant, ils se sont convertis dans des machines agricoles, des choses comme ça. Des réparations de machines. Pardon de vous dire ce que je vais vous dire, mais est-ce que vous ne confondez pas un peu la Vendée que vous avez dans votre tête ou dans votre cœur et la Vendée réelle? Je ne crois pas. Je ne vois pas que ça change. En tout cas, au moment des votes, je ne vois pas. Je ne vois pas. Maintenant, peut-être aussi parce qu'on a fait un amalgame plus qu'autrefois. Autrefois, aux Essarts, il y avait deux partis bien tranchés, la gauche et la droite. Bon, maintenant, ça n'existe plus. Mais tout de même, tout le monde va à la messe. D'ailleurs, oui, c'est très curieux, ça. Oui. Les fils de ceux qui n'y allaient pas y vont, tout en gardant probablement leurs idées. Vous voulez dire qu'ils y vont plus qu'autrefois? Ah oui, certainement. Comment vous expliquez Il y a beaucoup ça? moins d'abstention. Alors, comment expliquez-vous ça? Je ne sais pas. Et alors, comment J'ai expliquez-vous l'impression que aussi nous avons gagné comment... un petit peu d'avoir rassemblé tout le monde un peu, parce que, voyez-vous, ici aux Essarts, il y a par exemple 2 écoles libres extrêmement florissantes, 2 écoles publiques où il y a moins d'élèves, et puis un CEG en plus de ça pour tout le canton, très florissant, 400 élèves. Tout ça créé, organisé par le clergé. Chez le métayer de M. Drouget. 3 garçons. Et le troisième, j'en ai vu que 2 ici. Ah oui, le troisième est mécanicien. Ils vont partir à l'armée au début février. Sur les Essarts ici? Ah oui, Ah les bon. mécaniciens c'est ça, oui. Et les 2, ils vont continuer la ferme? Oui, bien sûr, j'espère, parce que sans quoi on n'aurait pas pris notre ferme. On en avait une avant, alors on a pris une autre. Ils vont pouvoir vivre tous les 2 sur la propriété? Sur les 2 fermes, oui, à mon avis, oui. Vous avez 2 fermes? 2 fermes, oui. En métayage, Métayage, oui. pas fermage. Non, métayage. Il y a moins de métayers qu'autrefois. Oui, il y en a pratiquement plus de... Il n'y en a pas, disons. C'est rare maintenant. Qu'est-ce qui vaut mieux aujourd'hui, être fermier ou métayer? Ah, vaut mieux de fermier, oui. Vous avez essayé de devenir fermier? Ben oui, on a posé la question au propriétaire, mais... À M. Drouget? Monsieur Drouget, mais vous savez, il commence à avoir un peu d'âge et puis ça nous embête de l'obliger à nous mettre en fermage. On ne va pas quand même lui faire de... Ah oui. Il est habitué aux anciennes Il est habitué méthodes. aux anciennes méthodes, alors, si vous voulez... C'est quand même un très bon propriétaire, ça, il n'y a pas à dire. Vous arrivez à vous entendre avec lui? Très bien, oui. Ouais. Heureusement, parce que seulement les garçons n'auraient pas resté si on ne s'était pas entendu. Ah voilà, c'est ça, ouais. Comment est-ce qu'on vote par ici? Comment qu'on vote Ouais. Dans le coin? Vous voulez dire le vote... Le vote en général, quoi, la tendance politique. Ah, vous savez, C'est difficile à dire? Oui. Oui, c'est facile à faire de chacun. Oui, Mais je vous demande pas vous comment vous votez, mais en général dans le pays. Parce qu'en général... Oui. Je me demande si c'est même partout pareil. Hein. Je crois que ça dépend des coins. Et... Ouais. Parce que dans le bocage, en général, on vote à droite. Oui, mais ça peut changer. Hein. C'est pas parce que à quelques kilomètres près, hein, on peut changer de mentalité et de façon. Et... D'un endroit à l'autre. Ah ouais. Et même d'un bourg à l'autre, par ici? Ah oui. On peut m'avoir les deux dans le même bourg. Ah bon?
Ici, il y a deux clans assez opposés. Oui, à peu près moitié-moitié peut-être. Ouais. Par exemple, dans votre famille, je ne veux pas poser de questions indiscrètes, mais est-ce qu'on vote de la même façon Ah oui, en principe, oui. Oui. depuis longtemps? Oh oui, 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 oui. Votre père et Ah votre oui, oui, grand-père oui. votaient comme vous? Oui, oui. Ça change très rarement dans les familles, je crois. Ça ne change pas beaucoup. Non, non, à mon avis, non. D'ailleurs, on vote comme on a toujours Ouais, voté. ouais. C'est ça. On vote Alors, comme on a c'est pas l'habitude, comme on a l'habitude de Ouais, faire. ouais, ouais. Oui, qu'est-ce que vous disiez, ça? Maintenant, ça, on peut être voisins, puis avoir pas la même mentalité, pas les mêmes idées, mais en principe, il n'y a jamais d'histoire pour ça. On s'entend très bien quand même. Est-ce que vous parlez politique entre vous? Non. On est dans Pas le coin, beaucoup. pas tellement, non. Tout le monde se laisse tranquille, on n'a pas de... Je suppose qu'on parle plus des vieilles histoires comme de la guerre de Vendée, par exemple. De moins en moins, parce que dans le temps, il y avait quand même les anciens, qui c'était plus proche, quoi, qui en parlaient un peu. Maintenant, on en parle moins. On vous en parlait quand vous étiez enfant, vous? Déjà, pas tellement, non. C'est déjà plus vieux quand même, alors... C'est ça. À l'école, vous alliez à l'école privée ou à l'école publique? Privé. Privée, c'est ça. Et à l'école, on vous en parlait? Oui, ça dépend sur les professeurs qu'on avait à faire. Il y en a qui en parlaient, d'autres qui en parlaient pas. Là aussi, c'est comme les... Oui, mais c'est pareil, là. Ça dépend des uns et des autres, Voilà, hein? ouais. Je comprends. Il y en a qui étaient peut-être pour, d'autres contre, alors c'est pour ça que... Oui. Dans le pays, il y a une école privée, bien sûr, mais une école libre aussi? Oui, oui, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a toujours eu les deux? Toujours, oui. Enfin, Et- toujours, disons... Et ça se partage comment? Moitié-moitié? Ah non, non, non. Davantage école privée que l'école publique. Depuis toujours, Ah, depuis toujours, oui. c'est ça. On suit bien la messe le dimanche ici, ou bien Ah oui. pas tellement? Ah si, 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 si. Ah bon? Ah oui, oui. Ah oui, c'est assez pratiquant. Ouais. Vous allez à la messe le dimanche? Oui. Les enfants aussi? Oui. La femme aussi? Oui, tout le monde y va. Vous avez jamais imaginé quitter le bocage ici? Non. Non, ça me... Vous aimez Mon cette ville-là? bronzage, ça me plaisait, puis le coin me plaisait, et jamais Jamais eu l'idée, de changer de métier ni de partir d'ici. Non. malgré les difficultés. Non. Et pourtant, pendant la guerre, mon père était prisonnier, j'ai resté seul pendant 13-14 ans. Il était seul avec ma mère et un commis, un domestique qu'on avait. Mais j'ai jamais eu idée de partir pour ça, non. Voilà. Nous reprenions la route. Doucement, à travers le bocage, nous allions remonter vers Paris. Et je m'apercevais qu'au bout de cette première moisson, je ramenais plus de questions que de réponses. Cette foi catholique que je devinais profondément enchâssée dans les esprits, pourquoi semblait-elle plus tenace ici qu'ailleurs? Comme paraissait l'être en politique, la tendance conservatrice, les jeunes peut-être mis à part. Bien sûr, je me répondais que le réflexe, l'instinct conservateur, a souvent été une dominante de la vie paysanne. Mais pourquoi, là encore, ces convictions paraissaient-elles plus fortes, plus éprouvées ici, que dans d'autres régions rurales que je connaissais? Et depuis quand l'étaient-elles? Et pour combien de temps? Et quel rôle jouaient, si rôle il y avait, ces guerres de Vendée auxquelles il avait été fait allusion, une ou deux fois? L'après-midi, nous nous étions arrêtés, plus au nord dans le bocage, attirés par ce spectacle. Une terre qu'on défrichait pour le remembrement. Les haies centenaires tombées. Il faut bien changer si l'on veut vivre.
Nous n'étions pas seuls à regarder. Mais je ne savais pas ce que eux, ils avaient en tête. Que se passe-t-il quand on voit disparaître sous ses yeux le paysage de toujours? Je pensais à une phrase lue avant le départ en Vendée, mais qui ne m'avait pas frappé alors, parce que je ne faisais que lire, justement. Je ne l'avais pas encore vue. C'était dans quelques pages que l'historien Leroy-Ladurie avait consacré à ces vies des régions de l'Ouest. Le bocage matériel et végétal, disait-il, recule aujourd'hui sous les coups des bulldozers. Mais le bocage spirituel, enraciné dans les âmes depuis les chouans, s'avère encore plus coriace que l'autre. Voilà ce qu'il fallait que je comprenne maintenant.